même si depuis 2002 au Québec, on utilise des aiguilles jetables, auparavant ces aiguilles réutilisables qui étaient stérilisées, les risques étaient néanmoins existants à transmettre un virus type hépatite ou VIH par exemple. Aujourd'hui, avec l'usage des aiguilles stériles jetables, ce risque est quasiment inexistant. Néanmoins, il réside un risque d'infection à la mycobactérie, comme il disait dans cet exemple-là. D'où l'importance de respecter les normes d'hygiène et asepsie. Je dois vous dire que, effectivement, il y a encore des cas d'infection qui se trouvent ailleurs, peu au Québec, quoique ça peut arriver. Au Québec, on a une formation excellente qui couvre tous les moyens. On va vous donner tous les moyens pour prévenir justement que ça arrive. Et on ne veut pas que ça arrive. Donc nécessairement, tout ce qui vous est donné comme information au cours des années sur la prévention des l'hygiène et l'asepsie sont importantes et ça marche puisque justement on a très peu de cas qui nous sont rapportés d'infection. Ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces. En Ontario, on vient de juste légiférer, il y a eu quand même plusieurs cas. Je pense que tu parlais tantôt de tuberculose. Oui. Il est arrivé un cas en Ontario dans les années 2002-2003 où un acupuncteur en Ontario avait pris le choix de prendre des aiguilles réutilisables et de les stériliser. Et comme il n'y a pas d'ordre professionnel en Ontario à l'époque, ben, c'est une procédure qui était permise. Et l'acupuncteur de l'Ontario a quand même suivi les règles en matière de stérilisation. Donc, ce n'était pas un problème dans le processus. Malheureusement, il est arrivé un événement où il y a eu un bris dans la stérilisation. Il fait en sorte qu'il y a eu environ une soixantaine de patients qui ont été contaminés à partir d'un lot d'aiguilles. La santé publique de l'Ontario a fait enquête et ils ont découvert que la source de contamination était cette clinique d'acupuncture-là, avec un lot d'aiguilles particulier. Et une soixantaine de patients ont été contaminés par le bassin de la tuberculose cutanée. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait comme ravage, le bassin de la tuberculose. Ça mange les chairs. Okay? Et les patients qui ont été contaminés ont dû suivre une antibiothérapie d'environ 18 mois. Okay? Avec toutes les lésions que ça occasionne. Et en plus, bien entendu, il y a un recours collectif contre l'acupuncteur qui s'est chiffré aux environs de près de 6 millions de dollars. Okay? Donc, je vous dirais que nous, ça nous a conforté dans la décision de dire qu'on passe aux aiguilles jetables, qu'on a vu ça, ça nous a très conforté de dire qu'on a pris la bonne décision. Donc, même quand on a des méthodes qui sont efficaces, il faut quand même toujours avoir à l'esprit qu'il peut y avoir une rupture dans le processus. Donc, est-ce qu'on est prêt à gérer avec le risque? Au Québec, on a dit non, on passe aux aiguilles jetables. Là, on va aborder donc, le continuum. C'est essentiellement l'idée que vous allez devoir retenir aujourd'hui. On ne vous demandera pas de retenir tous les règlements et tout ça. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. C'est vraiment de vous sensibiliser à un processus dans votre tête pour mettre en sécurité vous, vos patients, et puis au niveau populationnel aussi. Donc, je répète, le non-respect finalement des étapes qui vous seront inculquées dans les mois à venir, c'est un échec du processus et donc à partir de ce moment-là, vous vous mettez en danger, vous et puis éventuellement votre patient. Tout ceci, si le non-respect a des conséquences pour le professionnel. Hormis de celle du patient, il y a aussi des conséquences pour le professionnel. Donc le continuum est très simple. C'est pas quelque chose de compliqué, justement. Il y a 5 étapes. C'est-à-dire que lorsque vous recevez un patient dans vos locaux, vous devez vous assurer que vos locaux, vos salles de traitement, ou tous les espaces où il va y avoir donc, de la circulation du public, de vos patients et de vous-même, vous devez vous assurer que c'est sécuritaire et l'hygiène et l'asepsie est respectée. Est-ce que vous et votre patient, vous d'abord, êtes-vous en état de prodiguer un traitement? Et deuxièmement, est-ce que le patient, lui, bien sûr, il vient pour recevoir un traitement, mais est-ce qu'il ne propose pas un danger par rapport à l'ensemble de la population qui va fréquenter votre clinique? Bien sûr, vous allez devoir respecter l'hygiène et l'asepsie avant le traitement, vous assurer que vos aiguilles sont conformes, que votre table de traitement a bien des draps propres, votre lavabo est propre également. Bien sûr, vous devez respecter l'hygiène et l'asepsie pendant le traitement, donc vous allez devoir respecter tout ce qui est lavage des mains, désinfection des poings. Ensuite, vous allez devoir respecter l'hygiène et l'asepsie après le traitement. J'entends par là, est-ce que vous avez bien mis les aiguilles dans un contenant adéquat pour recueillir les déchets biomédicaux? Est-ce que votre salle est encore sécuritaire? Ça vient vous retourner finalement dans le plan, c'est-à-dire que vous assurez que vos locaux
peuvent recevoir un patient pour un nouveau traitement. C'est clair, c'est pas compliqué. Hein? Bien sûr, ça sera développé dans vos cours, mais je pense que l'image principale, c'est ça. Une mauvaise gestion des risques, je vais laisser M. Linou continuer, mais il y a deux conséquences. Une pour le patient, évidemment, mais une pour l'acupuncteur. On a mis ça dans le tableau pour essayer de vous résumer. C'est évident qu'il y a un risque. On parle depuis tantôt de manuel de gestion des risques, de gestion du risque, mais il y a quand même des risques. Il y a des risques communs. Il y a des risques qui sont pour le patient, mais il y a également des risques pour le professionnel. Les risques, il y a des risques communs. Il y a des risques qu'on soit contaminé par un patient, ou qu'on contamine des patients, ou qu'on devienne nous-mêmes des vecteurs de maladie. Mais également, il y a des risques parce que vous avez mal géré la situation pour 3 raisons. Premièrement, parce que vous n'avez pas des bonnes connaissances, donc une mauvaise connaissance. Aujourd'hui, c'est ça votre cours, vous venez acquérir des connaissances, d'où l'important d'être vigilant dans ce que vous allez apprendre, pour justement ne pas avoir de lacunes dans cet effet-là. Ça peut être un problème des compétences. Vous les avez appris, mais vous ne les avez pas appliqués. Vous n'avez pas été capable de faire le lien entre la théorie et la pratique. Ou carrément, ça peut être de l'insouciance. Ah oui, je sais, je l'ai appris, mais ça ne s'adresse pas à moi. Tout de suite. Okay? Des fois, ça peut être de l'insouciance. Okay? Mais dites-vous une chose. Si vous gérez le risque pour une de ces 3 raisons-là, puis il arrive de quoi, il y a des conséquences pour le patient. Les conséquences pour le patient sont multiples. Ça peut être des impacts sur sa santé. On a parlé tantôt de la bacille de la tuberculose cutanée. Imaginez 30 secondes qu'un patient se pique de façon accidentelle dans votre clinique et qui attrape le virus de l'hépatite. Des impacts sur sa santé. Des impacts familiaux aussi. Par exemple, un patient qui se pique avec une piqûre accidentelle chez vous. Le médecin, à l'urgence, il juge que le patient doit prendre la trithérapie pendant 6 mois. Il y a des cas répertoriés. Mais le médecin va dire, regarde, la trithérapie, c'est une chose, mais je vais te demander de porter le condom en plus avec tes relations sexuelles avec ta conjointe. Ça ne me tente pas, moi. Je suis vasectomisé, il n'y a pas de risque. Non, tu n'as pas le choix. Également, il peut y avoir des impacts sociaux. Impacts sociaux, c'est si un patient se fait contaminer dans une de vos cliniques d'acupuncture, puis que je reparlais tantôt de la madame, là, il y a eu une enquête de la santé publique, puis qui dit on va aller voir ce qui se passe à cette clinique-là. Imaginez 30 secondes les impacts que ça a pour la communauté qui vont recevoir des lettres de la santé publique. Vous avez été traité à la clinique de M. Guillaume Durand, et on a de fortes présomptions de croire que vous avez peut-être été contaminé par X agent pathogène. Veuillez vous présenter à votre médecin de famille, lui remettre la lettre et de passer les tests suivants. Imaginez l'impact que ça a dans la société. Aussi, c'est des impacts financiers. Un patient qui est infecté va manquer du temps de travail pour les rendez-vous, peut être malade, seulement malade, c'est obligé d'aller travailler. Des frais accessoires liés à la prise de médicaments ou des déplacements. Il y a des impacts financiers également qui sont associés à ça. Mais également, il y a des conséquences d'acupuncteurs qui décident de passer outre ou qui gèrent mal le risque, soit par manque de connaissances, par incompétence ou par insouciance. Du moment qu'ils gèrent mal le risque, les conséquences arrivent à un événement, c'est qu'ils engagent sa responsabilité professionnelle. Ils engagent sa responsabilité professionnelle très forte parce qu'il va être poursuivi au civil. Là, c'est l'assurance responsabilité qui embarque. Également, il engage sa responsabilité parce que formellement, il va y avoir une plainte au niveau du bureau du syndic. C'est nous autres, ça. C'est moi qui. On a l'air fin comme ça, mais c'est pas le fun. Pas le fun d'avoir un impact du syndic dans ça, avoir une enquête du syndic sur soi. C'est vraiment pas plaisant. Parce qu'il y a des impacts, je vais vous en parler dans quelques minutes, c'est quoi les impacts, mais également, dites-vous une chose, on est tous responsables de l'image de la profession. Quand on fait des bons coups dans nos cliniques, ça se partage ensemble les acupuncteurs. Quand on fait des mauvais coups aussi, ça a des répercussions sur l'image de la profession. C'est toute la profession d'acupuncteur qui en mange des contre-coups. On a cette responsabilité-là. Ça, c'est important. Puis, bien entendu, dans haut, c'est évident que ça va avoir aussi un impact sur votre santé. Le fait d'avoir une enquête du syndic ou d'être poursuivi au civil, c'est pas le fun, là. C'est stressant. Hein, on se fait juste arrêter pour une étiquette, puis le cœur nous bat dans la poitrine. Imaginez 30 secondes que vous avez une poursuivi au civil, puis en plus vous avez une enquête déontologique sur le dos. Imaginez les deux en même temps. Le stress, c'est immense. Les impacts financiers, c'est-à-dire, si vous êtes poursuivi, là, vous allez devoir engager des sommes d'argent. C'est là que ça va avoir des répercussions sur votre famille, sur vos enfants, sur vos amis aussi. Les mêmes impacts que vous avez là, vous les avez là aussi.
Je ne veux pas vous faire peur. C'est trop tard. Je ne veux pas vous faire peur. Mais juste pour réaliser que, comme on dit dans le jargon, vous venez jouer dans la cour des grands. Il y a des règles. On a 2 droits. Le droit de porter un titre, le droit d'exercer une profession. Le restant, ce n'est que des obligations. Est-ce qu'il y a des professionnels déjà dans la salle, des physios ou des... On est 2 là. Ok, donc vous connaissez déjà un petit peu comment ça fonctionne. Non? C'est ça, il y en a 3. Donc c'est 3, 4. En fait, j'aurais le goût de vous dire, vous êtes tous professionnels, ou en tout cas professionnels en devenir. Donc vous rentrez déjà, comme disait M. Dillon, dans la cour des grands, avec des obligations. C'est évident que les conséquences peuvent être graves si vous dérogez. C'est évident que, je vais faire une nuance, malgré le fait que vous exercez de façon exemplaire, il peut quand même arriver un événement. OK? C'est pas parce que quelqu'un, si vous avez travaillé selon les règles d'or, il peut quand même arriver un événement. Mais si jamais il y a une enquête, et que l'enquête met en évidence que, malgré le fait que vous avez suivi toutes les règles, toutes les pratiques à un accident, vous ne serez pas blâmé. Par contre, si vous avez dérogé au continuum que tantôt vous expliquez Guillaume, là, ça risque de ne pas être le fun. Parce qu'il va y avoir des impacts. Parce que s'il y a une enquête du syndic, il y a un volet punitif. Je vous le dis clairement, très clairement. Toutes les enquêtes qu'on a faites où la prévention des infections était mise en cause, ça a toujours terminé par une plainte disciplinaire. On a un seul instrument thérapeutique qui est l'aiguille d'acupuncture. On peut-tu la gérer correctement? OK? Donc, on ne niaise pas avec ça. Chez nous, il y a 2 infractions pour lesquelles c'est tolérance 0. Le premier, c'est les infractions à caractère sexuel, tolérance 0. Le deuxième, gestion sécuritaire des aiguilles d'acupuncture. On va avoir des amendes. Le dernier cas, on a amené en discipline des amendes. Combien d'amendes? 13 000 $. 13 000 $. C'est vous qui payez en passant, c'est pas vos assurances. 13 000 $ d'amende, il faut compter aussi les frais ensuite de... On est rendu à 25 000. OK? N'oubliez pas. C'est pas vos assurances qui ne vous pas assuré pour ça. Il peut y avoir des radiations également. Radiation, c'est qu'on vous enlève votre droit de pratique. Dans le dernier cas? Dans les cas, c'était une semaine de radiation, mais pour 4 chefs, donc une semaine pour chaque chef. 4 fois une semaine, concurremment. OK. Ça demande ça. D'autres choses aussi, il y a un volet dissuasif, c'est publié. Dès que vous êtes radié, ne serait-ce qu'une seule journée, c'est publié dans le journal de votre localité. Vous exercez à Montréal, c'est le Journal de Montréal. Vous exercez à Québec, Journal de Québec. En plus, parution dans le Journal de l'Ordre. Ça fait que la communauté des acupuncteurs va savoir. Souvent, quand c'est publié dans le journal, c'est drôle, les médias, ça l'intéresse tout à coup. Voilà, la prévention, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On espère ne pas vous voir. On est gentil, on est bien smart, là, mais dans le fond, ce qu'on veut, c'est pour vous voir. OK? Comment? Bien, souvent, il y a des avis du syndic qui sont faits. Il y a des articles qui paraissent. Et également, il y a de la réhabilitation. Il y a des cas, malheureusement, où on n'est pas capable de faire la preuve que la personne a commis des infractions en matière de déontologie. Mais je sais, on ne peut pas le laisser passer. Si je le laisse exercer, il va récidiver, mais ce n'est pas ça qu'on veut. C'est la protection du public qui est mon leitmotiv. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imposer, ou même le conseil de discipline peut imposer aux professionnels de suivre des cours sur mesure. Donc, c'est déjà arrivé, n'est-ce pas, Mme Morin? Chaque année, il y a des acupuncteurs qui viennent s'asseoir ces bancs d'école. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait imposer, soit par le conseil d'administration de l'ordre, ou qu'ils se sont fait imposer par un conseil de discipline de suivre des cours. Pourquoi? Parce qu'ils ont des lacunes, ils ont des incompétences. Il faut assurer la protection du public. Ils purgent les sanctions qu'ils ont à subir. Et en plus, ils ont des formations pour le volet réhabilitation. Je veux juste rajouter, c'est que le problème du volet préventif fonctionne très bien. C'est sûr que vous allez sortir en diplômé en 2017. Pendant les années qui vont suivre, non, vous allez être transparent. Ça va être nickel. C'est au fil des années, finalement, que vous allez en perdre un petit peu là, un petit peu là. Finalement, après 12-15 ans, vous allez peut-être avoir quelques lacunes. C'est là qu'il faut recommencer, dire je vais prendre un cours pour me remettre à niveau, m'assurer que c'est correct. Une chance, vous avez des moyens justement qui vous préviennent des alarmes. Donc on va voir ça, les moyens de... Non, ça c'est pour les... Ouais, c'est bien beau, vous allez me dire, oui, mais si mon patient ne porte pas plainte, j'en aurai pas de problème. Oh, attention. L'enquête du syndic, là, ça peut arriver de n'importe où. Ça peut être le patient qui porte plainte. Le patient dit non, je ne porterai pas plainte, moi je l'aime bien.
je ne vise pas Judith, là, mais je l'aime bien, moi, Mme Curlew. Elle est vraiment une bonne acupunctrice, elle ne porte pas plainte. Mais peut-être que son conjoint va porter plainte pour elle, même si ce n'est pas le patient. Non, non, regarde, elle a fait une cellulite, elle a failli perdre son oreille. En passant, j'ai déjà vu une cellulite de l'oreille à cause d'une aiguille en demeure. Aiguille en demeure. Une aiguille en demeure. Quelqu'un qui a laissé une aiguille. Oh, c'est pas beau! Mais le problème qu'on a avec une cellulite de l'oreille, c'est que, compte tenu que l'oreille n'est pas vascularisée, là, les antibiotiques ne se rendent pas à cet endroit-là, ou très mal. Fait que la personne a failli avoir une ablation du lobe de l'oreille, du pavillon de l'oreille. Imaginez 30 secondes, je me laisserais pousser les cheveux, là, mais quand même. Okay? Fait que de penser qu'il n'y en a pas d'infection, c'est rare. Mais dites-vous une chose, que quand il y en a une, les conséquences sont souvent dramatiques. Okay? Comme le cas de la mère qui nous a appelé parce que son fils, l'acupuncteur avait laissé des aiguilles à demeure. Le petit avait 3-4 ans, je pense, et puis donc dans la cour d'école, le petit avait ses aiguilles à demeure, là, elles étaient collées. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue dans le sac, il va jouer dans la terre, il va aller, il a plein d'affaires, il y a eu une infection. C'est sûr. C'est pour ça que maintenant, on ne peut plus laisser des aiguilles à demeure sur les patients. Également, ça peut être un de vos confrères en concert qui décide de porter plainte contre vous. Pas par malveillance, parce qu'il a l'obligation de le faire. Son code de déontologie dit que si jamais il est au courant qu'un professionnel ne suit pas les règles en gestion sécuritaire de la prévention des infections, il a l'obligation de poser une demande d'enquête ou d'informer le syndic. Pas parce qu'il vous en veut, parce qu'il a l'obligation de le faire. Parce que s'il arrive de quoi et qu'il était au courant, il va passer lui aussi, en guillemets, sous enquête du syndic. OK? C'est pas des fois dans la malveillance, il n'y a pas le choix de le faire. Des fois, ça va être l'inspection professionnelle, vous avez vu ça. Ça, l'inspection professionnelle, c'est le fun parce que c'est en prévention. Ils vont aller vous inspecter, puis ils vont faire des petits correctifs, justement pour empêcher de glissement où on va commencer à faire les coins ronds. On fait des petits coins ronds aussi, c'est pas important. Oui, coins ronds. C'est pas important. Finalement, on se rend compte qu'il y a plus de ronds que de formes. L'inspection, des fois, l'inspection, ils constatent des affaires tellement graves, on va dire non, je ne peux pas laisser passer ça. Ils vont faire quoi? Ils vont laisser le syndic. Les compagnies d'assurance aussi ne peuvent pas déposer des plaintes. Moi, ça, quand on a une réclamation d'une infection de prostate, nous autres, on paye pour que le patient soit soigné, mais ils vous l'aggravent. La compagnie d'assurance ne peut pas porter plainte. La CSST, la SAC, ou des fois, c'est d'autres professionnels, collège de médecins. J'ai un patient dans mon bureau devant moi qui a une cellulite ou etc. C'est normal qu'en acupuncture. Okay. Et également, ça peut venir du service de renseignement liaison. C'est surtout Guillaume qui s'occupe de ce volet-là. Parce que le service de renseignement liaison, je disais tantôt, les gens peuvent appeler. Quand ils appellent à l'ordre, puis ils vont demander des informations. Ou vous pouvez appeler, vous autres, pour avoir des informations, quand je vous le répète. Mais habituellement, là, quand on a des questions de la nature, des questions que les patients appellent, ça commence toujours de la même façon. C'est-tu normal que mon acupuncteur ne désinfecte pas les poings avant de me piquer? C'est-tu normal que mon acupuncteur ne se lave pas les mains avant de me traiter? C'est-tu normal? Dites-vous une chose, vos patients sont de plus en plus éduqués, de plus en plus informés et ils posent de plus en plus de questions. OK? Fait que des fois, là, ça arrive de tout bord, de tout côté, fait qu'il faut être vigilant. Il faut que vous sachiez que la plainte, ce n'est pas juste le patient qui peut déposer une plainte, elle peut être recevable de n'importe quelle source d'information. Et les pouvoirs du syndic permettent de enclencher une enquête sur des sources d'information, pas seulement du patient. Bon, maintenant, on va rentrer dans une partie de fun, l'album de famille. Toutes les photos que vous allez voir sont vraies, sauf la première. Elle est vraie. Oui, elle est vraie, elle n'est pas au Québec. Elle n'est pas au Québec. C'est bien de le faire. C'est l'album de famille. Ça reprend un peu ce qu'on a dit dans toute la présentation. Et je vais vous laisser vos commentaires. On va commencer par une première. Bon, on s'excuse, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est ce genre-là de jeu que vous voyez. En fait, cette photo-là vient illustrer un petit peu ce dont on parlait dans la vidéo tantôt. On parlait d'une mycobactérie, pardon. Donc, c'est un exemple justement d'un patient qui a eu une mycobactérie suite à une puncture qui n'a pas été, où l'acupuncteur n'a pas désinfecté le site de puncture, ce qui a provoqué finalement une inflammation des tissus. Ce n'est pas moderne dans le sens qu'on retrouve ça de façon régulière. D'ailleurs, dans la vidéo, on vous dit tantôt que même si des recherches sont données pour savoir si l'acupuncture pose un risque au niveau de l'infection, on dit que c'est la pointe de l'iceberg, dans le sens que toutes les infections ne sont pas déclarées par les patients. Parce qu'elles restent mineures, mais ne veulent pas, elles peuvent présenter un risque sur une personne qui, par exemple, a une déficience au niveau de son système immunitaire, une femme enceinte, voyez-vous.
Donc, je veux dire, c'est juste pour vous sensibiliser quand même. Oui, je veux dire. C'est grand comment? C'est juste, est-ce que c'est... On est sur le, on est sur le genou. Sur le bord, c'est quand même... sur le bord du genou. C'est assez gros. Oui, on est sur le bord du genou à la C'est la seule photo qui n'est pas québécoise. Le restant, c'est notre album de famille. Oui. Mais c'est quoi? C'est comme une gale, finalement? C'est une mycobactérie. C'est une mycobactérie atypique qu'on appelle, qui ne cause pas la tuberculose mais des infections cutanées. Ça, c'est un stade, mais le stade peut être plus avancé. Le problème, souvent, c'est que ces mycobactéries-là se développent très lentement. Et c'est ce qui amène C'est ce que disait justement... tantôt dans la vidéo. Donc, en fait, les gens ne déclarent pas tout de suite l'infection. Ils peuvent la déclarer des semaines, voire des mois plus tard. Et donc, c'est vraiment l'élément essentiel qu'on le retrouve en ce moment à travers le monde de l'acupuncture. Quand on parle d'infection, on parle d'infection à la mycobactérie. Okay. On ne parle plus de VIH, de l'hépatite, parce qu'on utilise des aiguilles jetables, par exemple, en tout cas dans le du Québec. On continue. Le restant, c'est l'album de famille. Ça, c'est quoi français? Eh oui. On parlait de s'assurer que les locaux sont sécuritaires pour recevoir des patients. C'est ce qu'on a vu à l'entrée d'une clinique. Même si l'aiguille n'est pas tout à fait droite, je ne pense pas qu'elle soit utilisable en tout cas. Quand on débute une enquête, quand on se présente sur un lieu d'enquête avec M. Mignot, on a toujours la tête en bas comme ça. On pense toujours qu'on est triste ou qu'on est humble, on l'est, mais en fait c'est parce qu'on regarde la terre, ce qui se passe. Effectivement, c'est un bel endroit pour s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui traînent à terre, notamment des aiguilles souillées. Alors ça, c'est une enquête qui a eu lieu en 2008, je pense, ou 2009. Et donc, lors de notre inspection, notre arrivée sur les lieux d'enquête, nous avons récupéré plusieurs boîtes d'aiguilles. En 2009, l'acupuncteur se servait d'aiguilles qui sont datées avec une date de ligne de validité jusqu'en 2006. Donc, à peu près 3 ans après la date de péremption de l'utilisation des aiguilles. On s'entend-tu que le professionnel n'utilise pas une aiguille sécuritaire? Après, s'il y a une date de péremption sur des produits comme les aiguilles jetables, ce n'est pas pour décorer la date. C'est parce que justement, après cette date-là, elles ne sont plus supposées être stériles, donc présenter un danger pour le patient. Une autre information que je veux vous donner, puis je vais vous donner à l'autre groupe, que je pense que je dois aussi vous transmettre, c'est que on a beau avoir des dates de péremption sur les aiguilles, c'est une chose. Ça nous dit que le fabricant nous garantit qu'ils sont stériles jusqu'à temps. Mais également, nous, comme professionnels, et ça va être un nouveau manuel de gestion des risques, il faut entreposer ces aiguilles-là de façon sécuritaire, de façon conforme. Okay? Parce que même si l'étiquette est stérile, si je les entrepose, comme disait tantôt M. Durand, dans mon sous-sol avec 70% d'humidité directement sur un tapis mouillé, on s'entend que mon matériel, même si la date de péremption est 2006, mon matériel n'est plus stérile parce qu'il a été contaminé. Donc, on va voir aussi apparaître des normes au niveau de la qualité de l'entreposage. Donc, la date de péremption est une chose, mais dans le nouveau manuel de gestion de risque, on va voir aussi les obligations qu'on a pour un entreposage conforme pour s'assurer qu'on rencontre la date de péremption du fabricant. OK, on continue. On continue à parler de la famille. Ah, ça, c'est ma main, ça. Ça. Vas-y bien. Ça, si je me souviens, donc c'était à Québec. À Québec, c'était dans le cadre, je ne sais plus, d'une pratique illégale, je pense. En tout cas, peu importe, on a retrouvé une clinique avec des contenants en plastique comme ça qui contenaient donc plusieurs dizaines d'aiguilles emballées dans de la ouate avec de l'alcool. Chaque contenant pouvait contenir donc une date, effectivement, puis avec des initiales ou le nom de la personne. Dans ça, vous pouvez trouver très bien le pot d'aiguilles de M. Mignot. Donc, ces aiguilles-là étaient réutilisées à chaque fois pour les traitements suivants. C'est-à-dire que les patients achetaient leur aiguille. Je pense qu'ils achetaient ça une quinzaine de dollars pour avoir une vingtaine d'aiguilles. Et donc, l'acupuncteur les mettait dans un pot avec de la ouate et il l'utilisait de fois en fois. Et le pire, c'est que c'était des aiguilles à usage unique. Donc, il utilisait des aiguilles à usage unique qu'il réutilisait par la suite pour le même patient. Sauf que des pots comme ça, je pense qu'on en avait peut-être 200, au moins 200 dans des boîtes de carton. Des fois, on voyait des noms visibles, mais parfois non, on pouvait très bien facilement confondre Pierre Durand qui vient de Durand, par exemple, dans des pots différents.
Donc ça s'est vu effectivement. Et bien entendu, l'alcool n'est pas un moyen de stérilisation. En plus, ce sont du matériel qui n'est même pas conçu pour être stérilisé. Utiliser quelque chose qui n'est pas conçu pour être stérilisé. Donc le risque était, je pense que la prochaine, on voit aussi l'expo, là. Ouais. Donc c'est sûr que le risque de contamination, là on ne parle plus de mycobactéries, là. Le risque de contamination à des virus tels le VIH ou à les hépatites est possible. D'ailleurs, ça a été un cas qui a été déclaré obligatoirement, mais nécessairement, à la santé publique. Donc la santé publique a procédé à une inspection des lieux, a récupéré l'ensemble des noms des patients qui étaient sur la liste de l'acupuncteur et ont demandé donc à tous les patients d'aller faire des tests. C'est quand même majeur. C'est beaucoup d'heures. Et je sais pas, mais en hôpital, là, je crois que c'est 4 heures d'attente. En région. En région. Fait que c'est quand même assez c'est demandant pour un patient. On va ton cas. Oh, Ouais. Cherchez Charlie. et où Charlie? Il est là. L'aiguille d'acupuncture, elle est ici. Ici. Ça, c'est une aiguille. Bon, vous avez les moutons qui viennent avec. Je disais tantôt que c'était une bergerie, cette technique-là. Mais ce sont des choses qu'on voit lorsqu'on fait nos enquêtes. Et ça, c'est pas le fond d'un garde-robe, là. Ouais, ça n'a pas été stagé, là. C'est quelque chose qu'on voit en arrivant dans une Ça, c'est dans le bureau, je pense, ou dans une salle de traitement, ça, de mémoire? C'est dans une salle de traitement, si je me Ouais. Mais là, la personne là, où vous alliez faire une visite comme ça, elle savait que vous alliez faire. Ben On non, ne prévient pas Vous par l'avez contre. comme ça, c'est ça. Non. On reçoit, en général, on reçoit une demande d'enquête d'un patient selon la sévérité du problème, ou en tout cas l'urgence du problème. On n'en avertit pas. Ce qui peut surprenant pour l'acupuncteur, il va devoir agir rapidement. Mais en même temps, nous, il faut qu'on vienne récolter des preuves in situ, donc telles que ça. Ça, c'est l'aiguille d'ardo dans le tapis. Ça m'a pris 20 minutes à sortir du tapis. C'est bien que ça. Ok, t'as pas juste. Ah non, non, elle était prise dans les mains. Ça faisait longtemps qu'elle était là. Quelqu'un avait dû marcher dessus déjà toute la fois. Ouais. Donc, non, c'est peut-être mieux. On parlait tantôt que aller dans la chambre de bain, c'était un indicateur de propreté. Même si c'est le lavabo qui est utilisé par les patients, c'est votre aussi lavabo, vous êtes supposé vous laver les mains avec. Je ne sais pas, mais Mme Morin, selon vous, est-ce que c'est. Ah, la petite trouille là dans le fond. La petite Ouais. trouille, là, même sur le robinet, là, C'est pas mal écaillé, hein? Je ne sais pas s'il a mangé une poutine en même temps, en tout cas, c'est bien grave. Il y a un peu de sauce ici. Ouais. OK. L'autre, ça, c'est ma préférée. Ouais. Selon vous, est-ce que c'est. Selon vous, est-ce que c'est une salle de bain, une cuisine ou un local de traitement? C'est une salle de traitement. Le protocole, c'est ça. C'est ça. Ça ici, c'est une boîte de déchets biomédicaux qui est rouge, c'est rare, mais il y en a des rouges. Ensuite, une boîte de déchets biomédicaux. Mais au moins, il y avait le souci de mettre le protocole pour le lavage des mains, puis le protocole pour la disposition des déchets biomédicaux. Mais tu sais, la pâte à dents ici, Le Ritz. les Ritz qui sont là, puis Mme Morin elle nous a dit que les guinées ici, c'était très aidant là, pour. Hein? Oui. Très aidant. Puis si je me souviens bien, ça c'était vide. C'était vide? Je me souviens. Oui, c'est vous l'avez les mains comment? Il dit avec mon affaire ici, là, mais c'était vide. OK. Alors sinon, il y avait le produit à vaisselle, sinon. On dirait ça, puis ça aussi, c'est un peu douteux. Hein? Ouais. Ah oui, puis il y avait combien de bacs d'aiguilles? Ici, on n'a pas. Ah oui, il y a une armoire à côté, il y a Si, plus d'une quinzaine de boîtes d'aiguilles souillées, là, qui sont des aiguilles, des boîtes à déchets biomédicaux, qui sont là, qui attendent. Bon, c'est notre album de famille. Ah, ça serait pas pire, ça aussi. Ouais, celui-là utilisait des pots de médicaments pour mettre les aiguilles souillées, pensant que c'était sécuritaire. De mémoire, c'était des pots de 9,300 vite, ça. De mémoire, c'est des pots de 9,300. Et après, il est jeté, hein, je pense. Oui, aux poubelles. Ben oui, il met le couvert puis directement avec les ordures domestiques. Très conforme à la loi. Mais ce qui est particulier, c'est qu'il mélange du matériel contaminé avec du matériel stérile. C'est un peu, tu regardes ça, tu fais. Ouais. Un cendrier, des aiguilles stériles. Ça ressemble à ça.
Mais j'imagine les patients là, qui vont là-dedans, là, qui voient ça, là, ils se font quand même traiter. Ben, Je sais pas, moi, si on a des photos aujourd'hui, c'est parce que les patients nous ont appelé. Ouais, ça se dit que C'est un agi. Mais effectivement, il y a peut-être certains patients qui sont en regardables et qui vont finalement continuer à aller voir un acupuncteur parce que ça leur fait du bien et qu'ils ont des bénéfices secondaires, à continuer à voir ce patient, à cet acupuncteur-là. On a un autre ici, on a notre album de famille. Ça, c'était dans le bureau de consultation de l'acupuncteur. Mais l'aiguille ici, elle n'était pas croche, par contre. Mais il y avait du minou en quantité. Il y avait au moins de papier d'emballage. Ça, c'était le papier d'emballage de lui ici. Ah, ça dépend plus aussi. Ça, c'est la poubelle de la salle de traitement. Ah, ça, c'est une poubelle. Ça, c'est le rond de la poubelle ici. Là. OK, ça, c'est le rond de la poubelle. Ici, c'est une chèque de gomme. Ici, vous avez une aiguille, 2 aiguilles, puis du papier ici de l'emballage d'aiguille. On s'attend à ne pas trouver des aiguilles d'acupuncture là. Imaginez-vous la personne qui vient des poubelles, qui se pique accidentellement. Oui, si vous avez un employé qui travaille pour vous, qui doit faire vider les poubelles et nettoyer les locaux, je suis pas sûr qu'elle va aimer ça, elle va trouver des aiguilles en arrêt. C'est notre album de famille. Pas de manière, c'est pas moi, je voudrais juste rajouter que ce que vous avez vu là, c'est sûr que ça peut vous traumatiser. J'espère que ça vous prend plus que ça pour vous traumatiser. Mais ce qui vous est donné comme information ici aujourd'hui, et ce que vous allez suivre dans les cours qui vont suivre en hygiène asepsie notamment, vous êtes formé correctement pour pas que ça arrive. Ça représente à peu près 5%. Nos demandes d'enquête représentent à peu près 5% de la communauté des acupuncteurs. C'est pas beaucoup. Parmi eux, il y en a qui vont à l'anticiper, d'autres pas. Mais néanmoins, on continue à avoir des comportements qui ne respectent pas l'hygiène asepsie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait vraiment mettre l'emphase là-dessus. Donc, comme je le disais, la prévention commence aujourd'hui dans ce cours de biologie. Et j'espère que vous avez pu retenir au moins quelques notions qui vont agrandir votre paradigme, en tout cas sur l'hygiène et l'asepsie. Puis bien sûr, quand vous serez acupuncteur, vous allez avoir des cadres qui vont vous remettre si jamais vous allez vouloir faire trop de coins ronds finalement dans votre pratique. Ça passe par le comité d'inspection professionnelle qui va venir vous rencontrer dans les 5 premières années de votre pratique. La formation continue obligatoire, vos lectures diverses, mais aussi toutes les annonces que nous faisons sur le point source pour vous maintenir selon l'évolution de la pratique, en ce qui a trait notamment à l'hygiène aseptique. Et bien sûr, votre guide de pratique que vous allez obtenir lorsque vous quitterez l'école. Ça va? Et juste pour enchérir, Guillaume a raison quand il dit que ça pesante peu, mais c'est une chose que les dérogations, il y a peut-être peu d'enquêtes, mais les impacts sont souvent dévastateurs. C'est ça que nous avons. Ça marche parce que justement, la formation est adéquate. Il y a quelques personnes qui veulent s'en détourner, mais vous avez une formation qui est applicable à ça. Peut-être que ça montre d'autant plus l'importance de la recherche du travail dans la clinique dans laquelle on va travailler, d'être sûr aussi qu'elle respecte tout ça, parce que du coup, il n'y a pas que nous en tant qu'acupuncteurs, mais aussi l'endroit où on va travailler. Je ne sais pas si. Vous parlez des équipes multidisciplinaires ou. Oui, par exemple, ouais. je ne sais pas, voilà, quand on est à plusieurs, après, selon comment c'est géré, tout ça, déjà. De manière générale, je vous dirais que tout ce qui a été mené comme enquête dans le champ d'hygiène aseptique qui a conduit le professionnel en discipline, en général, il est tout seul. Oui. Ouais, en général, il est tout seul. Justement, le fait de travailler en groupe, ça vous maintient toujours dans une obligation de rester conforme. C'est ça qui est ça aussi. Bien entendu, 3 grands buts. Protéger le public. Donc, dans le fond, protéger nos patients. Vous protégez vous aussi comme professionnel, d'avoir une vision de protection de collectivité. OK? Donc, nous, notre mandat, c'est surtout de vous assurer que vous pratiquez selon les règles de pratique. Bien entendu, de ne jamais avoir à l'esprit qu'il y a l'image de la profession aussi. On est tous, et chacun, soit acupuncteur ou futur acupuncteur, on exerce tous la même profession. Et on a tous intérêt à ce que l'image de la profession soit dans les plus hauts standards d'excellence de pratique. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Je crois qu'il y avait une question qui avait été posée par Internet dans Laborin, c'est est-ce que les règlements sont les mêmes partout? En ce qui concerne le Canada, c'est sûr que vous avez 5 provinces qui ont légiféré sur l'acupuncture, donc
Même si les réglementations sont pas tout à fait mot pour mot, les compétences qui sont exigées aux professionnels sont les mêmes en ce qui concerne l'hygiène asepsie et en général tout ce qui entoure la pratique de l'acupuncture. Par contre, ce qui est ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, c'est sûr qu'il y a comme une idée principale sur l'hygiène asepsie qui doit être respectée par celui qui pratique l'acupuncture. Et en général, c'est toujours l'utilisation des aiguilles à usage unique, le lavage des mains, désinfection de la peau. Ça, c'est au moins ce qui se retrouve partout.